La boussole de la résilience. Aujourd'hui, plus que jamais, nos territoires doivent être capables de s'adapter face aux crises, qu'elles soient environnementales, sociales ou sanitaires. La résilience, c'est cette capacité à anticiper, à agir et à rebondir après un choc. Mais comment savoir si un territoire est réellement prêt à faire face aux défis et aux crises qui l'attendent? Pour cela, le CEREMA a développé un cadre de réflexion et d'action intitulé La boussole de la résilience. Pour mieux comprendre le fonctionnement de cet outil, je rencontre aujourd'hui Bérangère Mercier, directrice de projet Résilience au sein de la direction technique Territoire et Ville au CEREMA. Au cours de notre discussion, Bérangère m'explique comment utiliser la boussole, mais aussi qu'est-ce que la résilience et comment l'opérationnaliser sur nos territoires. Je suis Camille Tabar, urbaniste à Dixit.net. Bienvenue sur notre podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font la ville. Abonnez-vous à notre newsletter et retrouvez toutes nos publications sur Dixit.net. Et bonne écoute! Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent, l'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And then perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public nantais peut venir voir. Il s'agit du plan de sauvegarde de Nantes. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Bérangère Mercier, bonjour. Bonjour Camille. Bérangère, tu travailles au CEREMA où tu es directrice de projet Résilience au sein de la direction technique Territoire et Ville. Avant toute chose, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est la résilience puisque c'est ton cœur de métier? Et oui, on rentre directement dans le, dans le vif du sujet. Alors, la résilience. En fait, quand on parle de résilience, pour nous, au CEREMA, on ne veut pas se concentrer sur un seul aléa. Je dirais on a une approche qui est multi-aléa, parce qu'on l'a bien vu ces derniers mois, ces dernières années, on est confronté à une multiplication des crises, qu'elles soient climatiques, énergétiques, sociales ou même sanitaires. Et en fait, tout ça induit un nouveau rapport à la vulnérabilité où chacune de ces crises ou de ces événements certes, sont plus intenses, plus précoces, peuvent durer plus longtemps, mais surtout, ils ne sont pas isolés les uns des autres. Certains de ces événements, chacune de ces perturbations peut générer des impacts qu'on appelle des impacts en cascade ou des effets dominos. Donc, à la fois, on a toute la question de la prévention et de la gestion des risques, les aspects climatiques, mais aussi l'érosion de la biodiversité, la raréfaction des ressources. Et donc, en fait, on va regarder, on va avoir cette approche-là multi-aléa en faisant le lien entre ces différentes expertises dans le domaine des risques, du climat et plus largement de la transition. Donc, on va regarder à la fois les chocs qui surviennent sur un temps assez court, qui peuvent être brutaux, mais aussi on va regarder les stress chroniques qui eux peuvent être plus latents ou persister sur un temps plus long. Je redonne un petit peu ce contexte-là avant de rentrer dans la définition de la résilience, parce que juste pour expliquer que tout ça c'est complexe, parce qu'en fait renforcer la résilience, c'est pas seulement
réagir au moment d'une crise ou en limiter les effets. En fait, quand on parle de résilience et qu'on veut renforcer la résilience qui plus est d'un territoire, c'est être en capacité à la fois d'anticiper ces perturbations. Et comme je l'expliquais, il peut y en avoir de différents ordres, elles peuvent être brutales ou lentes. C'est à la fois en minimiser les effets ou en éviter l'apparition, mais c'est aussi savoir se relever, rebondir, donc avoir cette capacité-là à récupérer, mais surtout c'est se transformer. Donc en fait, finalement, c'est apprendre de cette crise et non pas revenir ou chercher un retour à l'état initial. Il y a vraiment cette logique-là de transformation pour être moins vulnérable à l'avenir, mais surtout changer de modèle. Donc c'est vrai qu'il y a toute cette complexité-là ou ces différentes capacités, parce qu'il faut trouver un nouvel équilibre. Et pour ça, c'est vraiment quelque chose de dynamique, en fait, Oui, un et processus. oui, qui s'inscrit un peu dans le temps long, on va dire, puisque c'est, comme tu disais, à l'amont de la crise, enfin l'anticiper autant que possible, réagir juste après, mais aussi se transformer sur le temps plus long, c'est ça? Oui, exactement. Et c'est dans ce sens-là où comme tu le dis, c'est vraiment sur le temps long, parce que c'est pas un état qu'on va atteindre à un moment donné et se dire c'est bon. C'est vraiment quelque chose de dynamique qui doit venir se réinterroger, qui doit venir se alimenter, se questionner et puis se renforcer au long cours, quoi. D'accord. Et donc, une partie de ton travail ou ton travail consiste à développer des outils donc pour aider les territoires à être plus résilients. Et dans ce cadre, le CEREMA a développé en 2020 l'outil qui s'appelle la boussole de la résilience. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste cet outil? Oui, bien sûr. Alors, en fait, cette boussole de la résilience, elle a été conçue déjà en réponse à des accompagnements et des appuis que le CEREMA menait auprès des collectivités territoriales, puisque la boussole de la résilience a certes été publiée en 2020, mais le CEREMA travaillait déjà sur la résilience avant 2020. Donc en fait, il y a eu déjà cette accumulation, je dirais, d'expérience, mais aussi de regard sur ce qui se passait ailleurs et notamment à l'international. Et c'est à partir de ces pratiques-là qu'on a que le CEREMA a identifié certains besoins ou certains écueils ou difficultés pour bien comprendre ce qu'était la résilience et ce que cela impliquait, et aussi quels étaient les leviers que l'on pouvait activer pour la renforcer. Donc en fait, c'est en réponse déjà à cette pratique qui existait au sein de l'établissement qu'a été formalisée et conçue la boussole de la résilience. Donc cette boussole, en fait, elle donne un cadre de réflexion, des repères sur la résilience. En fait, il faut la voir comme un cadre de pensée ou d'action qui apporte cette lecture, je dirais, transversale, hein, pour justement mieux comprendre ce qu'implique la résilience, et puis venir nourrir des réflexions qu'une collectivité, qu'un porteur de projet peut être amené enfin, sur lequel tout intervenant ou tout acteur peut être amené à s'interroger, en fait, sur finalement, quand je veux renforcer la résilience, à quoi est-ce que je dois penser, qu'est-ce qui doit guider mon action, ou comment mettre ces principes en œuvre. Et voilà, c'est dans ce cadre-là où il faut vraiment l'avoir comme un comme des éléments de repère, des cadres de pensée, de réflexion, et non pas comme un outil que je dirais clé en main, où on va cliquer sur un bouton et hop, notre territoire va devenir résilient. Non, non, pas du tout. C'est vraiment euh, quelque chose qui entend faciliter cette mise en mouvement, qui entend favoriser la
transversalité ou l'interface entre les acteurs. Donc, voilà, Et des du grands coup, principes, mais que l'on veut, que l'on entend synthétiser au sein de cet outil-là. d'accord. Et du coup, tu parles des acteurs. Cette boussole, elle s'adresse à qui? Parce que tu parlais des collectivités. Est-ce que ça s'adresse uniquement à des communes ou des intercommunalités, voire des collectivités plus grandes comme des départements ou des régions? Ou est-ce que ça peut aussi s'adresser à des acteurs peut-être plus des associations, des collectifs citoyens, enfin... Mmh. Ben, je dirais que c'est l'avantage de la boussole de la résilience, et puis je pourrais rentrer aussi un peu plus dans le détail de son contenu, c'est que déjà, c'est qu'elle n'est pas thématique. C'est que, comme je l'expliquais, elle entend voilà, de donner une vision un peu 360 de ce qu'est la résilience et de ce qu'elle peut impliquer sur un territoire ou un projet. Donc, de ce fait, elle peut être utilisée pour des acteurs variés, que ce soit pour et par des acteurs variés, en fait, que ce soit des acteurs publics, des collectivités, de différentes tailles, avec différentes natures d'intervention. Mais bien sûr, elle peut être utilisée aussi par d'autres collectifs, des associations, et elle est bien évidemment aussi en accès libre sur notre site. Donc, elle peut voilà, facilement être appropriée et utilisée pour, comme je disais, soit aider à comprendre ce qu'implique la résilience, mais ou peut-être aussi venir renforcer des plans d'action, des stratégies, de venir aider en fait à se réinterroger ou à re-questionner si quand on envisage ou on pense à un projet, on couvre bien toutes les facettes, ou est-ce que on anticipe, enfin de venir s'interroger pour être sûr aussi, pour veiller à éviter la maladaptation. C'est-à-dire peut-être qu'à court terme ou sur l'instant, on va se dire que notre projet est pertinent ou couvre les différents aspects, mais en fait, il peut peut-être y avoir des effets induits ou des risques comme je disais, de maladaptation. Donc, c'est vraiment essayer de décoder tous ces éléments-là le plus en amont possible. D'accord. Et tu disais à un moment que c'était pas un outil clé en main où hop, on expliquait, appliquez ça, 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 et puis vous aurez un territoire ou une entreprise ou une association résiliente. Est-ce que du coup, on peut utiliser la boussole tout seul chez soi, mais est-ce que aussi on peut se faire peut-être accompagner par le CEREMA pour mettre en place cette boussole? Oui, alors le CERAMA, bien sûr, c'est c'est vrai que je peux peut-être réinsister aussi sur les activités du CEREMA, puisqu'on a un établissement public qui intervient dans différents domaines de compétences, hein, que ce soit l'expertise territoriale, l'aménagement, l'environnement et les risques, le euh, littoral et la mer, les mobilités. Et on est un établissement public qui a la particularité d'avoir une gouvernance partagée entre l'État et les collectivités locales. Donc, on accompagne et on peut accompagner les collectivités locales dans leurs projets, dans l'élaboration de leurs stratégies, de leurs plans et programmes. Et pour ça, le CEREMA a aussi un ancrage local fort, puisqu'on a des antennes territoriales qui sont localisées au plus près des territoires et qui peuvent être mobilisées, qui sont mobilisées justement pour accompagner nos collectivités, que ce soit dans l'utilisation et la manipulation de la boussole de la résilience, mais aussi, comme je disais, dans l'accompagnement et l'élaboration de ces stratégies, puisque la boussole de la résilience, on va venir et on peut la mobiliser finalement à différentes étapes d'une démarche d'ensemble. Donc c'est vraiment un outil voilà, qui à la fois n'est pas thématique ou sectoriel, et qui peut être mobilisé à différentes temporalités d'un projet, selon comment est-ce qu'on veut, voilà, selon si on veut l'utiliser ou la mobiliser pour sensibiliser, expliquer ce qu'est la résilience pour le territoire,
selon si on veut l'utiliser pour faire, par exemple, un état des lieux des capacités actuelles, selon si on veut l'utiliser pour, je le disais tout à l'heure, pour renforcer des stratégies ou prioriser des actions ou même pour suivre ou piloter un plan d'action qui aurait déjà été défini. D'accord. Et donc là, la boussole, ça fait donc 4 ans à peu près qu'elle existe. Du coup, est-ce que peut-être vous pourriez donner un ou deux exemples de projets qui ont utilisé cette boussole et comment ils l'ont mis en place, enfin comment ils ont Mmh. appliqué, on va dire, les grandes lignes de la boussole? Mmh. Ce que j'expliquais, c'est que justement la boussole de la résilience, elle permet, comme elle n'est pas thématique ou sectorielle, ni même associée à une échelle particulière, hein, d'intervention, ça permet de la mobiliser dans des contextes qui peuvent être très différents ou des besoins aussi spécifiques à chaque contexte. Donc, par exemple, on a pu la mobiliser lors d'ateliers en appui à l'élaboration ou révision de documents de planification, que ce soit Scott ou PLUI. Donc, je pense notamment à l'accompagnement qui a pu être fait pour le Scott du Pays Basque senior, dans le cadre de stratégies dédiées, parce que certaines collectivités souhaitent avoir ou définir une stratégie de résilience en tant que telle. On peut aussi, on l'a mobilisé dans le cadre de processus d'élaboration de documents comme dans des plans intercommunaux de sauvegarde ou pour faire le lien entre justement un plan climat et là encore une fois un plan intercommunal de sauvegarde. Ça, c'est ce qu'on a pu faire pour la communauté d'agglomération des Portes de l'Isère. On peut, une autre collectivité auquel je pense que nous avons accompagné et que nous accompagnons encore et pour lequel on a mobilisé la boussole de la résilience pour prioriser des actions donc qui avaient été déjà définies préalablement. Et en fait, c'était la communauté commune de Sud de Mayotte. Donc, on a mobilisé la boussole de la résilience pour se re-questionner sur ces actions et aider à la priorisation de ces actions en ayant comme filtre et comme prisme de comment ces actions-là contribuaient à renforcer la résilience du territoire. D'accord. Elle a pu être aussi mobilisée à l'échelle d'un département, comme pour la relecture de politiques publiques, voilà, pour voir ou venir pas réinterroger, mais en tout cas s'assurer que les politiques publiques, quel que soit finalement leur domaine, venaient contribuer à la résilience du territoire dans son ensemble. D'accord. Donc c'est vraiment un outil polyvalent, on va dire. Oui, voilà, c'est ça, polyvalent. Donc cet outil, il s'articule entre 6 axes d'action et 18 leviers, si je ne me trompe pas. Oui. Donc 3 leviers par axe. C'est bien ça. Ces leviers, ils fonctionnent ensemble, c'est ça? Ils sont complémentaires. C'est pas du tout, il y a pas d'ordre en fait dans les Non. leviers. Voilà, absolument pas. Il y a pas d'ordre dans ces leviers. C'est vraiment chacun d'entre eux vient apporter une pièce d'un puzzle d'ensemble qui justement vient contribuer à cette vision ou analyse systémique du territoire. Et c'est vrai que dans ces principes qui constituent la boussole de la résilience, il y en a deux en particulier qui vont mettre l'accent sur la connaissance dans ces différentes temporalités. Donc, ce sont les grands principes de anticiper, connaître et se préparer, mais aussi le fait d'être dans une posture, je dirais, dynamique de veille, d'apprentissage et de réinterrogation. Et en fait, là, à travers ces deux grands principes, c'est finalement l'importance de connaître en amont ce qui va ou ce qui peut se passer pour avoir finalement de la marge de manœuvre au moment de la crise. Donc, en fait, dans cet enjeu-là de connaissance, il s'agit de savoir, par exemple, quels aléas actuels et futurs
à quels aléas actuels ou futurs est confronté le territoire, à quelle échéance, qui les connaît, quelle partie du territoire est la plus exposée, comment est-ce que les vulnérabilités sur le territoire peuvent se combiner. Et puis en fait, une fois qu'on a ces infos, enfin ça met l'accent sur le fait qu'une fois qu'on a ces infos et qu'on les maîtrise, bah, comment est-ce qu'on les diffuse? Parce que c'est pas le tout en fait d'avoir cette connaissance-là des aléas et des vulnérabilités de son territoire, mais c'est comment est-ce qu'on les diffuse, comment est-ce qu'on les surveille, par quels moyens, comment est-ce qu'on informe la population. Donc ça souligne aussi l'importance de développer cette culture commune qui va passer, par exemple, par le fait de planifier des exercices ou des simulations de crise. Et voilà, tous ces éléments-là. Ça, c'est deux des six grands principes. Il y en a deux autres de ces principes qui sont donc dans la boussole de la résilience et qui sont peut-être ceux auxquels on pense le plus spontanément quand on parle de résilience territoriale, qui est celui de la robustesse et de la continuité des systèmes, tout en étant aussi dans une logique de sobriété et de satisfaction des besoins essentiels. En fait, à travers ces deux grands principes, ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est le fait de reconnaître que les crises, les aléas, il y en a. Le territoire en a déjà connu. Il y en aura encore plus et de manière voilà, plus intense et puis plus entremêlée. Donc en fait, le territoire, il va pouvoir résister sur certains aspects jusqu'à un certain point, mais en fait, il y a aussi des choses que l'on ne pourra pas maintenir en l'état. Donc ça pose la question aussi de comment est-ce que l'on se met d'accord ensemble sur les besoins essentiels que l'on veut protéger, maintenir, préserver en cas de crise. Et donc de fait, qu'est-ce qui est important pour nous en tant que collectif, territoire, et comment protéger ces fonctionnalités, limiter les expositions, renforcer la solidité et puis la fiabilité de ces systèmes et infrastructures. Et donc ça, c'est tout un volet de la robustesse et de la continuité des systèmes. Et en même temps, on sait aussi que il faut quand même se préparer et accepter de perdre certaines choses ou en tout cas de réorienter, voire même de renoncer, en tout cas de changer de modèle. C'est ce que je disais tout au début de notre échange, parce que de fait, on ne pourra pas continuer sur cette même courbe d'ascension ou performance comme avant, qui plus est dans un contexte de raréfaction des ressources. Donc, c'est à la fois comment s'assurer que les besoins essentiels de toutes et tous sont maintenus et en même temps accompagner la mutation vers ce nouveau modèle qui soit à la fois inclusif et en cohérence avec ces impératifs de sobriété. Tout à l'heure, quand je parlais d'éviter de la maladaptation, ça passe par cet aspect-là aussi, en fait, s'assurer que qu'on limite la consommation des ressources, qu'on réduit son impact sur la biodiversité, les sols, et tous ces aspects-là. Oui, parce que consommer mieux, c'est bien, mais consommer moins, c'est mieux. Oui, voilà, tout à fait, c'est bien résumé. Et en fait, donc là, ce sont deux autres principes de la boussole de la résilience. Et ce qu'on a voulu aussi mettre en avant, c'est que voilà, ces quatre grands principes que j'ai énoncés là précédemment, en fait, ils peuvent pas être envisagés ou mis en œuvre si on ne pense pas en même temps la gouvernance et la cohésion sociale. C'est-à-dire comment est-ce qu'on agit avec et pour l'ensemble des acteurs, les parties prenantes, des citoyens, les usagers du territoire. Tout à l'heure, tu parlais de collectifs, d'associations. Ce sont aussi des acteurs moteurs sur le territoire qui sont des leviers en tant que tels majeurs pour justement renforcer la résilience du territoire. Donc en fait, ça met aussi, je dirais,
au cœur de la réflexion, la coopération entre les acteurs, parce que forcément, il faut que ça soit, enfin, il faut qu'il y ait un fruit, il faut qu'il y ait un processus collectif. Mais surtout, il faut veiller à inclure les plus vulnérables à chaque étape. Et ça, c'est quand même aussi un élément majeur qu'on veut souligner et sur lequel on porte une attention particulière. C'est-à-dire qu'on sait que bah, les inégalités sociales, les vulnérabilités sociales, eh bien, elles vont s'amplifier sous l'effet d'une crise. Il y a même un effet démultiplicateur. C'est-à-dire que plus on cumule les inégalités, bah, plus elles s'amplifient de manière démesurée. Donc d'où cette importance-là de prendre en compte tous ces paramètres-là pour créer à la fois ce cadre de coopération dans la confiance, mais aussi pour valoriser et souligner ce qui se fait déjà sur le territoire et finalement venir aussi s'appuyer sur des liens de proximité, sur les liens sociaux qui peuvent exister déjà et en fait qui sont des leviers, comme je te le disais, qui sont des leviers considérables pour renforcer la résilience. C'est même un des premiers leviers de résilience sur le territoire. Donc c'est vraiment essentiel de prendre en compte ces deux volets-là qui qui sinon en fait enfin, sont des pièces manquantes au puzzle d'ensemble que j'évoquais tout à l'heure, quoi. Oui. Pour du coup préparer ce podcast, je me suis immergée dans la boussole. J'ai un peu regardé tous vos leviers d'action, etc. Et il y en a 3 qui m'ont un peu, on va dire, pas fait réagir, mais que j'ai trouvé intéressant. Le premier, c'est vous parlez d'assurer une coopération multi-échelle entre territoires. Donc, si j'ai bien compris, il s'agit donc à la fois d'autonomiser les territoires face aux possibles crises, mais sans que ça devienne de l'autarcie. En fait, les territoires restent quand même dans un système global, en fait. Enfin, il y a quand même des liens d'entraide entre différents territoires, entre différentes échelles, c'est ça? Oui, tout à fait. Et puis en fait, à travers ce levier-là, c'est aussi montrer le fait qu'une crise ou une perturbation, elle va pas s'arrêter aux limites administratives d'une collectivité. Donc, il faut justement nécessairement avoir cette logique-là de faire des allers-retours entre les échelles, entre les acteurs. Et donc aussi entre les compétences qui sont portées et les niveaux de responsabilité qui sont portés par ces acteurs. Donc c'est pour ça que ça implique en fait d'avoir une gouvernance qui soit partagée entre ces différents niveaux, mais vraiment dans cette logique-là de coopération et non pas de se refermer sur soi, mais vraiment de plutôt mieux travailler ensemble. Euh, que ce soit justement dans cette articulation entre échelle et compétences, mais aussi pour favoriser les synergies ou pour éviter aussi que peut-être certaines interventions ou certaines actions qui soient portées par un, un territoire ou par un domaine ou un acteur en tant que tel viennent soit comment dire, aient des impacts négatifs sur l'autre en fait, qui est pas de contradiction en fait entre ce que les uns peuvent faire, les uns et les autres peuvent faire, quoi. D'être vraiment dans cette logique-là de recherche de synergie entre les acteurs, quoi. Ce qui peut aussi permettre finalement de mutualiser les moyens qui sont mis à disposition et qui sont mobilisés sur le territoire. Et dans le contexte actuel, je pense que ça, c'est pas négligeable. Oui, je pense que travailler ensemble, c'est un impératif. C'est un impératif. Il y a pas. Le deuxième levier d'action que j'ai trouvé intéressant, à un moment, vous parlez donc dans la partie anticipation, connaissance, veille. Il y a un levier d'action que vous avez intitulé Se préparer à la gestion de crise et de post-crise. Mmh. Donc,
l'intitulé est très clair. Ma question porte sur comment on fait ça en fait. Comment on se prépare à une gestion de crise quand on ne sait pas forcément ce que va être la crise. Enfin, on peut évidemment imaginer la crise et on se doute par exemple du réchauffement climatique, la montée des eaux, etc. Ça, mais comment concrètement comment on fait ça en fait? Et ben justement, c'est là où on va aussi solliciter et mobiliser nos experts en interne du CEREMA, puisqu'on a, comme je disais, on a des experts qui interviennent particulièrement sur la prévention des risques, donc qui intègrent spécifiquement cette partie-là, préparation à la gestion de crise et puis accompagnement à la post-crise. Donc, se préparer à la crise, c'est déjà tout d'abord avoir connaissance de ce qui va se passer sur le territoire, mais surtout être en capacité de réagir au moment où la perturbation va arriver. Donc, et ça se préparer à ces éléments-là, ça peut passer par des exercices de simulation de crise, la mise en place de cellules spécifiques et l'appui à l'élaboration des documents réglementaires comme le plan communal de sauvegarde ou le plan intercommunal de sauvegarde qui vont voilà, démontrer ou en tout cas organiser tous ces éléments-là et qui vont, à travers par exemple pour les exercices de simulation de crise, qui, à travers ces éléments-là, vont montrer comment est-ce que le territoire devra réagir, comment impliquer la population, comment solliciter ou mobiliser tels acteurs, comment organiser les secours, gérer les infrastructures, enfin toutes ces éléments-là. Et en fait, toutes ces facettes-là, ce sont des choses qui se préparent parce que le jour où l'événement arrive, on sait qui doit faire quoi, dans quel cadre, à quel moment, et surtout comment informer, sensibiliser les citoyens et bien diffuser les bonnes informations au bon moment. Donc Donc ça, c'est sur toute la partie, je dirais, gestion de crise. Et après, c'est plutôt sur la partie post-crise, donc vraiment quand la crise est survenue ou l'aléa est survenu, c'est la question de déjà comment est-ce qu'on capitalise et tire les enseignements de comment est-ce qu'on a vécu la crise, parce qu'on a toujours aussi de quoi apprendre et puis s'améliorer pour les prochaines fois. Donc c'est vraiment euh, comment comment construire en tout cas capitaliser et consolider ces enseignements et puis surtout s'en servir pour s'améliorer. Et puis derrière, sur toute la phase de reconstruction, eh bien, on est vraiment sur le principe de, comme je disais, dans une logique de transformation, de reconstruire mieux qu'avant. Et en anglais, c'est ce qu'on appelle le Build Back Better, c'est-à-dire on ne refait pas à l'identique, mais justement, on apprend de ce qui vient de se passer pour, pour mieux se transformer. Et donc, du coup, c'est plutôt un levier d'action, on va dire, qui s'adresse aux collectivités, mais est-ce que ça peut comprendre aussi, je sais pas, de la sensibilisation aux populations en disant, je sais pas, le jour où il se passe ça, voici ce qu'il faut faire. Enfin, c'est une question. Oui, oui, bien sûr, c'est à la fois. Alors après, on va accompagner les collectivités sur le territoire pour dans ces exercices-là. Au moment de la crise, ça sera pas le CEREMA
en direct en tant que tel, qui va gérer ces éléments, notamment de diffusion d'informations, de coordination des acteurs. La mobilisation et l'implication de ces différents acteurs au niveau local ou au niveau de l'État là, est déjà, enfin, il y a toute une réglementation, est déjà régie par toute une réglementation. Par contre, nos interventions et la réponse que l'on peut apporter, c'est vraiment l'aide à la préparation à cette gestion de crise. Donc déjà de savoir ce qui peut potentiellement se passer et où, donc l'analyse de cette vulnérabilité, et puis l'appui aux collectivités en matière de planification, mais aussi de formation et puis de mise en situation concrète. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure sur les exercices. Oui, vous intervenez bien en amont, en fait, de la crise. Voilà, en amont de la crise. Et après, au moment, on peut intervenir en urgence post-crise, où là, on va avoir nos experts techniques qui peuvent intervenir sur pour évaluer l'impact sur des infrastructures, par exemple. Mais aussi, comme je le disais, il y a pas le court. Il n'y a pas que le court terme du post-crise, mais c'est aussi dans le temps long, comment organiser et capitaliser sur ces retours d'expérience. Et ça, en fait, ça induit de mettre en place des protocoles pour les préparer. Puis c'est aussi comment anticiper et accompagner à la reconstruction, mais dans cette logique-là de ce que j'évoquais tout à l'heure, de build back better, c'est-à-dire de mieux reconstruire par la suite, en fait. J'ai une dernière question sur la boussole de la résilience. Dans dans un de vos piliers, vous parlez de robustesse et continuité des systèmes. C'est le terme robustesse qui m'a interpellée parce que, comme tu l'as expliqué tout du long, la résilience, c'est un processus dynamique, c'est un processus qui est amené à évoluer. Et c'est vrai que quand on parle de robustesse, on imagine beaucoup moins. Enfin, il y a un côté très, comment dire, c'est là, enfin, c'est robuste, ça bouge pas, et beaucoup moins dynamique. En fait, c'est ça que je cherche. Et du coup, qu'est-ce que vous entendez en fait par ce terme de robustesse? En fait, la robustesse, c'est de se dire qu'il faut qu'il y ait des infrastructures, des services, des systèmes sur le territoire qui soient quand même en capacité d'assurer la continuité de leur fonctionnement, en fait, même en cas de crise. Donc, c'est important d'identifier justement quelles sont ces infrastructures et ces systèmes et services pour lesquels il faut qu'on maintienne une continuité de fonctionnement même en cas de crise, et ça de manière très concrète. Ça peut être des réseaux électriques, les réseaux d'approvisionnement en eau, l'accès aux hôpitaux, aux services de santé, enfin voilà, tous ces éléments-là. Et en fait, il faut les identifier pour s'assurer que quels sont les éléments prioritaires sur lesquels il faut qu'on assure une continuité de fonctionnement. Donc ça passe à la fois déjà au moment de l'aménagement ou de la construction, la conception de ces éléments-là du territoire, de s'assurer, enfin en tout cas d'essayer au maximum de limiter leur exposition. Mais ensuite, essayer aussi de renforcer leur solidité et leur fiabilité. Mais cette robustesse, elle n'est pas toujours possible. Donc ensuite, c'est comment est-ce qu'on, ce que je t'expliquais tout à l'heure, comment est-ce qu'on arrive potentiellement à un niveau de dégradation qui peut être acceptable, qui doit quand même garantir le maintien des services les plus essentiels, mais en même temps accepter qu'il y a des choses qui ne fonctionneront plus ou qui ne fonctionneront pas de la même manière, quoi, en cas de crise. Merci beaucoup de nous avoir expliqué cet outil. Avant de se quitter, il est
de coutume, on va dire, que notre invité nous donne un conseil lecture. Est-ce que tu aurais un livre ou un article, enfin un ouvrage à nous partager? Alors, peut-être avant, je sais, alors avant de rentrer dans le conseil lecture, je voulais peut-être juste souligner le fait que, comme je l'expliquais, là, la boussole de la résilience jusqu'à présent, enfin, elle est pas attachée à un territoire, en tout cas un territoire spécifiquement. Et peut-être juste souligner le fait que l'année dernière, on a voulu quand même la décliner à une autre échelle, parce que je sais que c'est à une autre échelle, parce que je sais que c'est une échelle, en tout cas du quartier, de la ville, qui vous tient à cœur à Dixit. Et c'est vrai qu'on a toujours voulu s'assurer que l'utilisation de cet outil pouvait atterrir en fait enfin en tout cas pour répondre à des enjeux concrets qui sont ceux des préoccupations des professionnels de l'aménagement, que ce soit aménageurs ou concepteurs. Donc l'année dernière, on a décliné cette boussole-là de la résilience en la croisant au guide de l'aménagement durable qui est porté par le ministère. Et en fait, en la croisant à travers 2 cas d'application qui sont particulièrement d'actualité, donc à savoir la surchauffe urbaine et le risque inondation. Et en fait, en venant à travers le référentiel aménagement le référentiel aménagement durable, hein, qui existe déjà, qui est peut-être plus connu sous le nom du référentiel de la démarche écoquartier, on est venu pousser en fait ce guide-là en venant réinterroger les engagements du guide d'aménagement durable, mais avec un prisme résilience. Et en fait, à travers ce travail-là qu'on a mené l'année dernière, on a voulu montrer en fait comment cet outil-là peut être utilisé aussi pour d'autres types d'acteurs et en travaillant en se concentrant sur la conception de projets d'aménagement opérationnel. Donc ça, c'est vraiment aussi un angle qu'on a au CERMA, qui est aussi de chercher à répondre à des besoins ou des demandes qui nous remontent des territoires, des aménageurs, des collectivités, pour être sûr que justement ces grands principes-là de renforcer la résilience puissent concrètement atterrir dans le cadre dans le cadre d'un projet d'aménagement ou de quartier. En fait, je te dis tout ça aussi pour faire le lien avec la question que tu me posais par rapport à la lecture, à la recommandation lecture, parce que alors c'est vrai que la recommandation lecture, c'est une question qui est pas évidente en fait de résumer ou de synthétiser une seule recommandation lecture. Mais je pensais, oui, récemment j'ai relu une petite note qui s'appelle Antidote au culte de la performance, la robustesse du vivant. Je pense que tu connais d'Olivier Amand, qui est, en fait, je trouve une synthèse très pédagogique et didactique, qui fait aussi écho à son ouvrage la troisième voie du vivant. Et en fait, je trouve que ce livre met aussi l'accent sur à la fois la nécessité de maintenir un système stable, mais aussi d'arrêter peut-être la recherche de la performance, ou en tout cas nous relier mieux et plus au vivant. Et ça, je trouve que ce rapport-là avec le vivant, la biodiversité,
c'est aussi quelque chose qui, en tout cas, qui dicte nos réflexions, nos actions dans ce rapport là, nature, culture, et c'est vraiment aussi quelque chose qui transparaît encore plus aux différentes échelles d'intervention et encore plus quand on est à des échelles très opérationnelles, en fait, de, de l'espace public, de la cour d'école, de l'aménagement de quartier, en fait. Et voilà, en fait, tout ça fait écho voilà, à l'ensemble de ces réflexions. Bah, merci beaucoup pour ce conseil lecture que nous connaissons bien à Dixit et on est assez d'accord avec tout ce que tu viens de dire dessus. C'est un très chouette projet aussi que vous avez eu donc de décliner la boussole à une échelle peut-être plus opérationnelle et plus locale. Pour nos auditeurs et auditrices, on mettra bien évidemment tous les liens en description du podcast. Et puis Bérangère, je te dis merci beaucoup pour cet échange. Et bien, merci à toi, Camille. Et à bientôt pour ceux qui nous écoutent.